Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, dans le studio distancé, j'ai avec moi André Allard et Olivier Lacombe. Notez qu'on a eu des petits problèmes techniques au début de l'épisode, en fait plusieurs problèmes techniques, donc un problème avec l'image, le son va être coupé un petit peu. Bref, on vous organise un épisode tout de même et on lance ça directement dans la discussion. Alors André, on commence en force en révisant les prévisions financières que tu nous avais fait pour Bombardier lors de notre épisode spécial de cet été. Alors, pour ceux qui ont regardé cet épisode-là, puis qui ont été voir la présentation PowerPoint, il y a 3 diapositives à changer ou à reviser. Parce Ce que tu as fait gracieusement. Oui, et je vais les mettre en lien aussi dans les notes de l'épisode. Dans les notes de l'épisode. Alors, la dette nette de Bombardier, que j'avais estimée, moi, à 5,7 milliards de dollars après la vente d'Alstom, passe à 4,5 milliards. Parce que moi, j'avais considéré que la transition avec Spirit Aérosystème n'aurait pas lieu. Donc, déjà là, ça a un impact de 500 millions de plus dans les revenus. Puis, il y a d'autres ajustements qui nous amènent à 4,5 milliards de dollars. OK? Les revenus de Bombardier en 2021, je les ai ajustés à la baisse parce que Bombardier dit maintenant, nous, notre objectif, c'est de vendre de 100 à 120 appareils par année, puis il faut être rentable dans cette fourchette de vente-là. Moi, j'avais mis les ventes à 123 appareils pour 2021. Je les ramenais à 100. Puis là, quand on fait le total, quand on regarde la partie en rouge, on arrive à 4,5 4,6 milliards de revenus après les escomptes, avec 100 appareils de vendus. À 4,5 milliards, à 4,6 milliards, on est sans les escomptes. Si on enlève les escomptes, on tombe à 4,1 milliards de revenus pour 2021 de l'aviation d'affaires. On rajoute à ça les autres revenus, c'est-à-dire services après-vente, OK? Principalement, qui sont en forte hausse. Donc, j'arrive avec un total de 5,1 milliards de revenus pour l'année fiscale 2021 et une marge bénéficiaire de 513 millions au lieu de 595 millions. C'est très gérable comme situation parce que, évidemment, à 513 millions de revenus ou de marge bénéficiaire, tu as moyen de payer le reste des intérêts puis rembourser une partie de la dette là, qui est restante de 4,5 milliards de dollars. Mm-hmm. Donc, ça, c'est revisé. On va voir au mois de janvier si ça tient toujours la route. Mais ça va. Regarde, c'est intéressant. La situation de Bombardier est bien meilleure, ou les perspectives aujourd'hui sont bien meilleures qu'elles l'étaient à l'été. Beaucoup de rumeurs qui circulent parce que dans l'aviation d'affaires, on est revenu à peu près à 90% du nombre de vols d'avant la COVID-19, ouais. Et c'est principalement les vols internationaux qui n'ont pas repris. Mais si tu es à 90% de ton volume sans les vols internationaux, on peut s'attendre à ce que quand le vaccin va être distribué, ben les vols internationaux aussi vont augmenter. Donc, on devrait passer en haut du 100% quelque part vers la fin de 2021. La demande est forte en ce moment. Toutes sortes de rumeurs qui circulent de nouvelles commandes chez Bombardier. Regarde, c'est des rumeurs positives. NetJet, pardon, a environ 140 options de commandes pour des Challenger 350 qu'elle n'a pas prises. C'est une commande originale de 2012. Il lui reste à peu près 140 options à prendre. Ce que j'ai comme information, c'est qu'à ce moment, elle en a pris 5 ou 10 nouvelles pour 2021. Mais donc, oui, la situation s'améliore, mais côté emploi, cadence de production, moi, je vois pas toujours d'augmentation ou de retour de cadence avant COVID-19 là, pour 2021. Les dernières mises à pied chez Bombardier se font au mois de décembre, là, les derniers départs. Puis, écoute, dans certains départements, on est rendu à 20 années d'ancienneté comme mise à pied, là. Ouch! Regarde, ça a fait mal, cette crise-là, pour les employés. Regarde, j'ai une pensée pour eux autres, là. Regarde, c'est pas qu'on était en pénurie incroyable il y a un an, c'est le monde à l'envers. Ouais, puis je te garantis que dans 2 ans, ça va être la pénurie. Quand ça va avoir repris, là, ouais. C'est un sujet qui va revenir, ça. D'accord, gardons ça dans notre petite poche. Ouais, c'est ça, mais il y a des bonnes rumeurs intéressantes chez Bombardier. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de bonnes rumeurs comme ça chez Bombardier. Je trouve ça intéressant. CAE profite de la crise actuellement pour saisir certaines opportunités. Et oui, CAE, notre champion de la formation puis des simulateurs de vol,
a fait 2 acquisitions dans les 10 derniers jours. Ils ont acheté Flight Training Services d'Amsterdam. C'est une compagnie qui faisait de la formation sur avions de ligne, principalement des 737 puis des 320, OK? Mais aussi des gros porteurs. Ils ont des simulateurs de 787 en Europe. Presque tous des simulateurs fabriqués par CAE, d'ailleurs. Et ils ont racheté ça. Donc, ils achètent un chiffre d'affaires. Ils ont dépensé 150 millions de dollars canadiens. D'ailleurs, la journée qu'ils ont fait cette annonce-là, ils avaient émis pour 450 millions de dollars d'actions supplémentaires. Ils avaient pris des ententes. Donc, il y a un premier 150 qui est passé. Le deuxième, 40 millions a été annoncé la semaine dernière. Ils ont racheté la division canadienne de TRU Simulation. Donc, ce qui était à Montréal, l'usine montréalaise avec ses droits. Donc, c'est principalement la division civile de TRU. OK? Parce que TRU, c'est une filiale de Textron. Puis aux États-Unis, ils font des simulateurs militaires, puis de la formation pour les militaires, ils ont des contrats militaires. Ça reste la propriété de Textron. Ce qui est transféré à CAE, c'est vraiment la partie des simulateurs civils. Ils ont quoi, je pense, entre 20 et 30 simulateurs en service, les simulateurs civils. Et CAE reprend donc ça, va se donner le service, le soutien après-vente et tout ça. Et en fait, on pourrait résumer en disant que CAE a racheté Mechatronics. Parce qu'en 2013, Textron avait acheté Mechatronics, qui est une compagnie canadienne fondée à Montréal, qui fabriquait des simulateurs. Et ça n'a jamais donné les résultats escomptés, c'est-à-dire qu'ils ont développé des simulateurs civils pour l'aviation civile, des simulateurs de 320, de 737, mais ils n'ont jamais eu le chiffre d'affaires leur permettant d'aller chercher une certaine rentabilité parce que développer un nouveau simulateur, c'est extrêmement dispendieux. Puis c'est sur le volume de vente que tu vas réussir à amortir ton coût. Ça, ils n'ont jamais été capables de faire ça. Entre autres choses, TRU Simulation, ils ont développé un simulateur de CL415, un simulateur niveau D. C'est le seul simulateur niveau D au monde pour un CL215 et c'était le premier simulateur niveau D qui incluait une partie hydravion, c'est-à-dire que dans le simulateur, tu peux faire des manœuvres sur l'eau, c'est-à-dire démarrer l'avion sur l'eau, la faire naviguer sur l'eau, puis après ça, décoller sur l'eau. Donc, c'était assez exceptionnel, mais ils en ont vendu un. Oh! Ouch! Et, c'est Québec, ce simulateur-là? Non, il est en Italie, celui-là. Celui de Québec n'est pas un simulateur de niveau D. C'est un FTD, c'est un Flight Training Device à Québec qu'ils ont. Mais c'est ça. Alors, donc, c'est la certification niveau D qu'ils avaient obtenue. Puis, ben là, peut-être, est-ce que le nom plus prestigieux de CE va permettre de vendre 2-3 simulateurs de plus sur la planète? C'est pas impossible. Ben, déjà, juste d'éliminer un concurrent. Éliminer, en tout cas, avaler. Ouais. Et c'est ça. Alors, dans le simulateur, pour le marché de l'aviation civile, CAE détenait quelque chose comme 70 à 75% du marché avant cette transaction-là. Là, il passe de 75 à 80% du marché des simulateurs neufs pour l'aviation civile. Fait que c'est... Si on doutait encore que la position à avoir à l'entrée d'une crise, c'est d'avoir les coups des franches un petit peu, CAE est en train de le reprouver une fois de plus. Et CAE a encore accès à 2 milliards de liquidités. Donc, elle pourrait faire quelques acquisitions. Ouais. Moi, je m'attends à ce que d'ici le milieu de 2021, ils fassent l'acquisition d'un centre d'entraînement comme celui de Lufthansa ou de Delta Airlines, tu sais, d'une grosse compagnie, un major. Mais pourquoi Lufthansa voudrait se départir de quelque chose comme ça ou même Delta? Pour encaisser du cash rapidement. Peut-être. On va voir. Je suis curieuse de voir si ça va se faire. Je suis pas sûre que ces compagnies-là sont à vendre, mais l'avenir nous le dira. Si quand ça fait assez mal, t'es prête à lâcher une jambe, là. Ouais, c'est ça. Exactement. On est en COVID-19, hein? C'est comme un bear trap, tu sais. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Parlant de COVID-19, NAV Canada a une situation un petit peu bizarre sur les bras actuellement. Oui. Alors, NAV Canada a lancé une étude de niveau de service.
Les études de niveau de service, en fait, c'est ce qui permet de décider c'est est-ce qu'on augmente le nombre de personnel dans une tour de contrôle ou on le réduit ou on la ferme. Ça fait partie de la réglementation qui régit NAV Canada parce que NAV Canada a comme obligation de s'autofinancer puis de faire des budgets neutres à la fin de l'année. OK? Donc, ils peuvent pas faire de déficit. La loi leur interdit de faire des déficits. Donc, ils doivent prendre des moyens pour arriver. Et là, ben, dans l'Ouest canadien, il y a 6 aéroports qui sont en dessous du niveau de service habituel ou à cause de la COVID-19. Et là, NAV Canada a lancé l'étude de ces 6 aéroports-là afin de revoir les services. Ça va prendre à peu près 8 mois parce que quand NAV Canada décide de réduire ses services, ça prend une étude d'impact sur la sécurité aérienne. Et ultimement, au bout des 8 mois, c'est Transport Canada qui va approuver la réduction des services ou les fermetures des tours. Après ça, ça prend à peu près 1 an à appliquer ça, c'est-à-dire réduire les chiffres, faire les modifications, parce que il faut que tu fasses toutes tes publications, il faut que tu échanges, ton supplément de vol. OK? Toutes je suis vraiment pas sûr que informations. ça vaut la peine dans les circonstances, là. Ouais, exactement. Puis après ça, ben, dans 2 ans et demi, le volume va revenir. Fait que là, il va falloir refaire une nouvelle étude de service pour réaugmenter les services, reformer les gens pour le... Ce concept-là de déclenchement automatique de ce processus-là n'était vraiment pas fait pour une situation en U ou en V, là. C'était fait pour quelque chose de linéaire dans le temps que... Alors, il y a une personne qui a le pouvoir de suspendre ça ou de changer ça, c'est le ministre des Transports du Canada, M. Marc Garneau, grand scientifique, qui a décidé de tester la théorie des univers parallèles. Alors, il s'est créé un univers parallèle dans son monde à lui, où il n'y a pas d'urgence, l'industrie du transport aérien n'est pas en situation de crise, donc il n'y a pas d'urgence d'agir. Mm-hmm. C'est pas nécessaire de revoir la façon de fonctionner. Mm-hmm. Puis lui, évidemment, il s'est créé un univers à son image, c'est-à-dire que il peut se permettre de réfléchir à toutes sortes de solutions, mais il n'est pas obligé de prendre de décisions ou de poser des gestes. Fait qu'il il espère qu'en réfléchissant, ses collègues ministres vont prendre des décisions à sa place, je ne sais pas. Regarde, c'est désespérant. Moi, je pense que présentement, on est en train de faire une étude d'impact sur combien de temps on est capable de maintenir le statu quo avant qu'il y ait des gens qui bloquent l'entrée à son bureau de comté, là. Oh, ça, regarde, là, tu poses une excellente question parce que... on approche du moment. C'est désespérant. C'est inutile de fermer ces tours-là pour une période d'1 an et demi, 2 ans, quand on sait que le trafic va revenir et que la demande va ramener la nécessité de remettre les services là où ils sont actuellement. C'est comme... À un niveau un peu méta, là, on se demande vraiment pourquoi il a pris cette job-là. Là. Qu'est-ce qui l'intéressait, tu sais? Ben, c'est une autre histoire. On sait pas. Mm-hmm. Ouais. OK. Delta s'entend avec ses pilotes. On en avait déjà parlé. Oui. Mais là... Donc, ces années, ça a été approuvé à 75% par les pilotes. Donc, ils vont avoir une réduction de 5% du nombre d'heures garanties par mois. En contrepartie, ben, Delta fait aucune mise à pied parmi les pilotes. Ils avaient d'ailleurs une entente pour les agents de bord aussi, je pense pour les mécaniciens aussi. C'est bon jusqu'en 2022. C'est plus que 5% de réduction de salaire en réalité pour les pilotes parce que comme ils mettent personne à pied, tu as des pilotes en surplus, il y a à peu près plus personne qui va faire son maximum d'heures dans le mois non plus. Tu sais, fait que ça a d'autres. Mais je pense que, regarde, c'est des décisions. Tout le monde a dit, bon, on serre tous les coudes ensemble, puis on va passer à travers ça. C'est une façon de gérer intéressante qu'on voit de plus en plus de la part des compagnies aériennes, de s'asseoir avec leurs syndicats. Les syndicats sont en généralement favorables à ça aussi, les syndiqués, parce qu'on est devant une situation exceptionnelle. C'est beau à voir et sans humour noir, là, c'est un petit peu particulier de voir une situation gérée de manière aussi collective au sud de la frontière. Oui. Bon, enfin, intéressant. Mais pendant ce temps-là, pour la période d'Action de grâce de la semaine dernière, Delta Airlines a certaines journées annulé jusqu'à 13% de ses vols. OK? On voit que la reprise aux États-Unis s'essouffle. C'est Delta qui a été la principale à annoncer des annulations de vols la semaine dernière. Mm-hmm. Je soupçonne qu'American et United ont fait des vols vides plus que d'autres choses. Là, puis ils sont probablement là. On voit que la reprise aux États-Unis, qu'à un moment donné, on a atteint 45% du volume de ce que c'était l'année dernière.
Là, on arrive à la période d'action de grâce, puis oups, on est à 39% de ce qu'on était l'année dernière. On sent qu'il y a un ralentissement. Ben, il y a plus de cas, hein? Ouais, plus de cas et plus de décès aussi. Je pense que l'augmentation du nombre de... Les cas, ça n'a pas l'air d'énerver les gens. C'est quand les gens voient la courbe des décès monter, là, tout le monde s'inquiète. Ben ça et le fait qu'on est en train de saturer les systèmes de santé dans plusieurs communautés. Là. En tout cas, disons que tout le monde connaît des soignants. T'sais. Bref, oui. Passons là-dessus. Allons faire un petit tour du côté de l'Europe. Alors, plusieurs choses de ce côté-là. D'abord, on commence à voir émerger un nouveau modèle d'affaires en aviation qui serait, quand ça se ferait, si ça se fait, du rachat d'avions retraités qui donnerait un crédit sur des nouveaux avions, sur des nouveaux appareils, en fait, pas nécessairement des nouveaux avions. Donc, on n'a pas vu ça jusqu'à maintenant. On voit ça dans l'industrie du cellulaire et des communications comme ça, et même des voitures à la limite. Mais on n'a pas vu ça en aviation pour le moment. Et pourtant, le président d'Airbus est une des voix les plus positives pour ce modèle-là en disant que ce serait gagnant pour tout le monde, que ça améliorerait le bilan environnemental de l'industrie, que ça stimulerait la demande, que ça supporterait les opérateurs avec des économies de carburant, etc. La seule chose qu'il ne mentionne pas, c'est combien ça coûterait cher aux avionneurs. Donc, tu as beau trouver le principe de base intéressant, il reste que c'est du gros argent qui sort de tes poches pour financer un achat, finalement. Et c'est pas impossible que ce soit intéressant, mais une des possibilités, c'est que ce soit le clou dans le cercueil de Boeing, c'est-à-dire la dernière chose qu'eux ne pourront pas faire. Donc, si ça part quelque part dans l'industrie, tout le monde va devoir faire ça, éventuellement. Sur les segments, on s'entend. Si ça se fait pas dans les avions d'affaires, c'est correct, mais ça pourrait se faire sur les gros porteurs, etc. Mais donc, à partir du moment où ton concurrent le fait, tu n'as plus le choix. Ouais. Il faut que tu le fasses toi aussi. Tu deviens instantanément plus compétitif si tu n'offres pas cette possibilité-là. Puis de toute façon, si tu le fais pas comme ça, il faut que tu donnes un plus gros rabais. Appelle ça comme tu veux. Il faut que tu accotes cette proposition-là. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, André? Penses-tu que ça va se faire? Ben, ce qui est vrai, OK, c'est que le prix du carburant qui a baissé depuis 2013 va faire en sorte que les compagnies aériennes ont gardé les avions de plus de 20 ans en service. Il y a un paquet de vieux avions qui n'ont pas été retirés parce que comme ils n'étaient pas chers à opérer à cause du prix on les garde. OK? Et là, on est dans une situation où on n'a plus besoin de ces vieux avions-là, mais ils sont moins chers à opérer que les avions neufs parce qu'ils sont payés, ces avions-là, puis le prix du carburant est bas. Alors donc, ça va prendre un incitatif pour faire le switch vers des nouveaux avions. Tu as tout à fait raison de mentionner que ça va coûter cher parce que tu rajoutes tous les vieux A320 CEO ou les 737 NG, tu en as une tralée à racheter, ça va coûter cher. Hein? Même à 2-3 millions par appareil, tu vois, ça va aller vite. Et il y a un autre risque pour les opérateurs qui serait une certaine rareté des pièces de seconde main. Donc, soit elles seraient reprises en main par les manufacturiers d'équipements originaux, et donc elles seraient dispendieuses, ou bien elles seraient détruites par ces mêmes manufacturiers-là pour stimuler la demande de pièces neuves, et dans les deux cas, ça augmente les prix des pièces de remplacement. Oui, mais les compagnies aériennes, eux autres, ont habituellement une vue à court terme. Les autres, ils vont prendre le meilleur deal à court terme. Si on leur dit, on te rachète ton vieil avion, puis on t'en donne un autre, un tout neuf pas cher, ben ils vont prendre cette option-là. OK, ça, regarde, moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. La vision à court terme n'emporte plus souvent qu'autrement. De toute façon, à la limite, ça va faire mal à ton concurrent et pas à toi, parce que toi, tu as déjà un deal pour remplacer tes avions. Tu n'as plus besoin des pièces. Oui, c'est ça. Alors, la question là-dedans, ça va être comment on va gérer ce surplus de vieux avions-là et le démantèlement de ces avions-là. Les entreprises spécialisées, parce qu'il va falloir confier des avions à des entreprises spécialisées dans le démantèlement d'avions. Ou bien on va développer ces capacités-là. Oui. Mais là, à partir du moment où on scrape les avions, ça veut dire qu'on scrape les trains d'atterrissage, on scrape les moteurs. Tu n'as plus besoin de mécaniciens certifiés pour travailler là-dessus. Tu as besoin de quelqu'un qui a une petite formation rapide, puis il coupe. Sors les chalumeaux, on coupe. C'est vrai que ça transforme un peu l'allure de l'industrie. Oui, ça va transformer la... J'ai un de mes cousins qui a démantelé des avions de Transat à Mirabel. OK. Ça s'appelle mécanique. OK. Mais il y a aussi l'autre possibilité, c'est qu'on change la vocation de ces appareils-là, Olivier?
Ouais, ben en ce moment, quand on lit dans les magazines spécialisés, le cargo a pris beaucoup d'importance. Donc, un avion cargo neuf coûte très cher, mais une conversion coûte beaucoup moins cher. On a parlé de IAI cet été qui convertissait des 777. Mm-hmm. Mais il y a aussi un marché pour des CRJ 200, des 37, les classiques. Toutes sortes de patentes. Qantas vont avoir le premier 321 cargo. Okay. Ils doivent l'avoir récemment. Là, j'ai vu ça dans un magazine qui faisait ses vols au mois de septembre. Donc, le premier 321 converti en cargo va être livré en Australie. Donc, il y a une demande pour ces avions-là. Puis, si Airbus rachète des avions, ben, après ça, Airbus peut se retourner puis les vendre à IAI, patati patata, pour les convertir en avions cargo, en avions ravitailleurs. Donc, beaucoup de ces avions-là sont pas finis. Ils sont peut-être moins bons pour voler des passagers, mais ils sont encore utiles. On va voir où ça va nous mener. Parlant du président d'Airbus, des avionneurs européens en général et des opérateurs européens également, on est très fâchés de la façon dont les interdictions de vol et la pandémie ont été gérées. Selon eux, on devrait se dépêcher de mettre en place une infrastructure qui permettrait des tests rapides plutôt que des quarantaines et des interdictions de vol. Ben absolument. Absolument. C'est prouvé que les tests rapides sont beaucoup plus efficaces que la quarantaine parce que là... Entre autres parce que les gens les respectent pas. Et voilà. Alors que quand tu reçois un diagnostic positif, tu es beaucoup plus enclin à respecter ta quarantaine, toi, parce que là, tu as une responsabilité. Mm-hmm. Tant que tu n'es pas infecté et que tu n'as aucun symptôme, c'est quoi? Comment tu vas motiver quelqu'un à te mettre en quarantaine? Alors, c'est beaucoup plus efficace comme ça. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça. Alors, tu soulèves un bon point parce qu'il va falloir intégrer ça pour les prochaines pandémies. L'expérience acquise maintenant, les tests. C'est pour éviter de tout fermer d'un coup comme on l'a fait. On s'est fait prendre de cours avec celle-là. J'espère qu'on a appris. Uh-huh. Ben, en fait, étrangement, on a eu plusieurs mois pour mettre en place cette infrastructure-là. D'ailleurs, Justin Trudeau en a parlé ici il y a un mois et demi. On voit toujours pas la pointe du début de ce projet-là mis en place dans les aéroports internationaux canadiens. Bon, disons que... mais en fait, honnêtement, ça me surprend de l'Europe. J'aurais eu le sentiment qu'ils auraient bougé plus rapidement sur cette question-là. Ouais. Alors, on va espérer que ça va s'accélérer, surtout avec l'arrivée du vaccin en 2021. Ça sera le bien de pouvoir reprendre les... Alors, la question que je lance aux éditeurs, c'est est-ce qu'il va y avoir un budget 2021? Suite à ça. Bonne question. J'imagine qu'on est en train de planifier que oui. J'ai vraiment hâte de voir. Ouais. Toujours en Europe, les dirigeants des avionneurs et en fait de plusieurs compagnies dans la chaîne d'approvisionnement sont en train d'agiter un drapeau rouge en disant la situation actuelle est en train de fragiliser certains fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement et il faudrait essayer de mettre sur place un fonds qui pourrait supporter ces organisations-là pour s'assurer qu'elles ne deviennent pas vulnérables à une prise de contrôle étrangère. Quand tu parles de prise de contrôle étrangère, Je fais référence plus à l'Asie et à la Chine en particulier parce que, bien entendu, c'est pas aux États-Unis qu'on est particulièrement en position de faire des acquisitions actuellement. Là. Non, ça serait plutôt l'inverse. Hein? Exactement. Et de toute façon, si c'était le cas, ce serait tout de même moins risqué. Donc, ce qu'on a constaté dans le passé, c'est que les membres de la chaîne d'approvisionnement qui sont mis sous contrôle asiatique et chinois en particulier, se retrouvent à être un peu délaissés par les avionneurs européens pour toutes sortes de raisons de gestion de risque, donc propriété intellectuelle, risques financiers, risques stratégiques, militaires, etc. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a tendance à mettre de côté les fournisseurs qui sont mis sous contrôle asiatique. Donc, on veut éviter cette situation-là à tout prix. Bien entendu, dans des termes globaux, c'est pas vraiment un problème, mais en Europe, on commence à dire, là, écoutez, c'est pas une industrie comme n'importe quelle autre, et on s'est rendu compte de ce que ça donnait des industries stratégiques qui sont complètement délaissées, comme par exemple la production de matériel médical. Ça donne qu'on peut mettre des économies entières extrêmement à risque, et on veut pas cette situation-là. Donc, les hauts dirigeants de ces entreprises-là commencent à dire qu'il faudrait mettre en place un fonds pour supporter les joueurs, les maillons faibles dans le fond de la chaîne d'approvisionnement. Et on aimerait que ce soit privé comme initiative. Donc, l'objectif, ce serait peut-être de le supporter par les gouvernements, mais au départ, que ce soit une initiative privée. On dit que l'Allemagne, par exemple, serait prête à mettre le pied dans le dossier
rapidement, mais des nationalisations partielles, c'est le dernier recours. Parce qu'on considère dans le milieu que c'est pas nécessairement de bon augure pour la compétition et tout, qu'il y ait des gouvernements dans la business. Donc, les nationalisations ont plus la cote, hein, un peu partout sur la planète, mais c'est un problème intéressant parce que, ne serait-ce qu'au niveau de la chaîne d'approvisionnement, on sent que les gens aéronautiques et les OEM ont constaté la limite là, des chaînes d'approvisionnement dispersées partout sur la planète quand il y a une pandémie. On veut peut-être rapprocher les fournisseurs aussi. On veut éviter que les fournisseurs, effectivement, passent en main étrangère et éventuellement la production soit délocalisée. Tu sais. Oui, on s'est posé la question même sur les chaînes d'approvisionnement complètement consolidées. Quand on a un seul fournisseur et que celui-ci a du trouble, donc c'est en train de forcer la révision de ces principes-là. Le balancier était allé très loin d'un côté dans les dernières années. Peut-être que c'est en train de revenir un petit peu. Et puis, cette mise en place d'un fonds de secours-là pourrait être un début d'initiative dans ce sens-là. On a hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, à suivre. Du côté de Renton. Ah, c'est où ça, André? C'est où ça, Renton? C'est bientôt, ça risque de devenir... Qu'est-ce qui se passe avec le Max? On n'a parlé que de ça cette semaine. Ouais, c'est la folie furieuse. Tout le monde s'excite parce que là, il y a les États-Unis, il y a le Brésil, l'Europe. Le Canada, toujours pas. Hein? Pourquoi prendre une décision quand tu peux les laisser les autres en prendre une? Puis t'arrives en dernier, puis... il n'y a plus rien de risqué. Il n'y a plus rien de risqué. Comme M. Garneau est toujours dans son univers parallèle. Je ne sais pas s'il nous entend dans son univers parallèle, mais en tout cas, c'est ça. Et puis, en fait, moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que le Boeing est en train d'accélérer les modifications sur ces avions-là, donc reprogrammer les MCAS, déplacer les fameux faisceaux de câbles, faire toutes les modifications qui sont à faire, reprogrammer les alarmes, les choses, mais ils ont une centaine d'avions invendus, hein, qui ont plus de clients, qu'il faut placer. Boeing se promène, puis essaye des ventes, puis les compagnies aériennes les attendent dans le détour. Hein. Ah, non, tu me vends pas tes avions, tu me les donnes. Et les problèmes commencent. Ça va générer... Ce qui est amusant, c'est que le site de Boeing est reparti à la hausse parce que le fait de livrer des avions, ça va amener des liquidités. Je ne veux pas que tu livres l'avion, même si elle est déficitaire, au moment où tu la livres, tu encaisses les balances, ça. Donc, ça va générer des liquidités au niveau durant 2021 pour Boeing. Combiné à la confirmation du gouvernement démocrate qui avait tendance à vouloir aller du côté d'un package d'aide et aux individus et aux entreprises, les perspectives sont bonnes. Moi, si j'étais chez Boeing, là, je prendrais rendez-vous avec Joe? M. Biden. Ouais, avec Joe le 21. Puis là, j'irais y expliquer. Je dis, regarde, les Européens subventionnent Airbus pour qu'ils développent un nouvel avion vert. Tu as un plan vert, toi? Subventionne-moi, parce que sans ça, je ne serais pas capable de compétitionner Airbus. Moi, c'est la direction que je prendrais. Est-ce que Boeing est prête à investir dans un nouvel avion? Est-ce que le conseil d'administration qui est là nous a prouvé qu'il était prêt à prendre de ce genre de risque-là? Je ne suis pas certain. On va voir. Très curieuse. Parce qu'ils vont regarder le prix de l'action, puis ils vont, avant d'annoncer des choses qui pourraient faire rebaisser le prix de l'action, je pense qu'ils vont y réfléchir à deux fois. C'est sûr, mais en même temps, c'est juste pousser un problème vers l'avant si on ne fait pas de développement. On en a déjà parlé. Mais bon. Ça, regarde. On s'entend. Oui. Je vais faire un T-shirt. # on s'entend. En défense, Olivier, le F-35, un petit suivi sur notre spécial de cet été. Oui, cet été, dans le 4e épisode, on vous a parlé que le F-35, dans sa version Bloc 4, modification 4, allait être modifié pour larguer les bombes nucléaires. On a récemment su, en fait, la compagnie qui est chargée de faire, si on veut, la forme aérodynamique de la bombe et les équipements de guidage qui vont dans cette bombe-là, pas la charge militaire, la matière fissible. Donc, la compagnie a émis un communiqué comme quoi que le premier... les tests de largage de cette bombe-là sur le F-35 avaient été complétés. Donc, c'est la B-61-12, qui est la bombe qui est utilisée par l'aviation américaine depuis vraiment longtemps. C'est la seule bombe qui est utilisée par les Américains. Ils ont d'autres vecteurs, notamment sur les sous-marins nucléaires et sur les missiles qui sont au Dakota, près de Manitoba, tout ça. Là. Mais pour les avions, c'est la B-61.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que le F-35 a largué la bombe à une vitesse supersonique à 10 500 pieds. Et puis, la bombe elle a déjà été testée sur le B-2 et le F-15E. Donc, on peut s'attendre à ce que les tests se poursuivent sur le F-16. Il faut savoir que les Américains, ils fournissent des bombes aux Européens, à certains pays de l'OTAN, comme la Belgique, l'Allemagne, entre autres l'Italie, je crois, de mémoire, donc pour la dissuasion nucléaire en Europe. Et c'est cette bombe-là, donc ils vont la mettre à niveau. On peut s'attendre à ce que cette bombe soit... souvenez-vous, on avait parlé cet été du contrat des Eurofighter qui s'avaient achoppé pour la Belgique et puis les Airbus étaient prêts à intégrer la bombe nucléaire sur l'Eurofighter pour les Belges. Les Belges ils ont notamment la mission de livrer la bombe. C'est ce qu'ils appellent en jargon les clés doubles. Donc, il faut que les Américains mettent leur clé pour autoriser que la bombe va être utilisée et le pays de l'OTAN doit aussi mettre sa clé pour y aller. Un peu ce que le Canada faisait dans les années 70 quand on était en Europe avec les F-104. Donc, ça s'était fait. Donc, il y aura les liens dans les notes. Là, la photo du F-35 supersonique avec la soute ouverte et la bombe qui sort de la soute, c'est assez impressionnant de voir que c'est triste. Oui, le résultat final est triste, mais c'est dans un esprit de dissuasion. C'est ça. Le but, c'est de ne pas l'utiliser. C'est ça. Viens pas m'attaquer parce que je vais faire du popcorn avec toi. Okay. Voyons voir si ce sera efficace. Je peux vous fournir des références. Nouvelle de SpaceX. SpaceX, gros 2 semaines, on peut dire, pour SpaceX récemment. Donc, cette semaine, il y a eu le 100e vol de Falcon 9, de la fusée Falcon 9 depuis qu'ils la font. C'était le 16e lancement de satellite Starlink qui va pouvoir fournir de l'Internet haute vitesse partout sur la planète. Et déjà, ils commencent à avoir assez de satellites de Starlink en orbite pour que les gens puissent faire des tests. Et à date, ce qu'on sait, si vous allez voir sur Ars Technica, des trucs comme ça, c'est qu'apparemment, la vitesse est très bonne avec très peu de latence. Donc, les gens qui habitent dans le fin fond des bois ou loin des centres urbains, là, et qui sont pas capables d'avoir un Internet que de l'allure, avec ça, ils vont être capables. Donc, quelqu'un qui va à la pêche au nord de LG4 va pouvoir avoir accès va pouvoir faire du Netflix and chill sur le bord de lac. Ouais. Carrément. Et puis, ce qui est arrivé avant ce lancement-là, il y a eu en fait, c'est ça, le 100e lancement, je crois que c'était le 6e vol de ce booster-là. Okay. Et donc, il a volé 7 fois. Il est revenu les 7 fois. Il y a eu le Crew 1 qui a décollé. Ça, c'est un booster 9. C'est Crew 1. Souvent, on nous a parlé abondamment de Crew Demo, qui était le premier vol habité de la capsule Dragon cet été. Là, ils ont lancé 4 astronautes à la bord de Crew 1, qui était la première mission officielle, si on veut, du contrat de SpaceX avec la NASA. La capsule était nommée Résilience. Donc, il y a 4 astronautes vers l'ISS. C'est la première fois qu'on envoie plus que 3 astronautes, parce que la capsule Soyuz amenait juste 3 astronautes. Et il y a plusieurs trucs intéressants. Donc, dans les 4 astronautes, une fois qu'ils sont rendus à la station spatiale, c'est la première fois qu'il y a 7 astronautes dans la station spatiale pour une longue durée. Il y en a déjà eu 7, mais ils étaient là comme pour une semaine ou 2 avec la navette spatiale, puis ils revenaient sur la Terre. Et là, ils sont là pour de longues durées. Entre autres, il y a l'astronaute japonais Soichi Noguchi. Lui, c'est la 3e fois qu'il vole en fait, il est dans l'espace avec un 3e véhicule. J'ai de la misère à parler, mais c'est le 3e véhicule différent dans lequel il volait dans l'espace. Il rejoint un club très sélect, donc Wally Schirra, qui avait volé en Mercury, Gemini, Apollo. Et John Young, qui lui avait volé avec Gemini, Apollo et navette spatiale. Et si on inclut, dans le cas de John Young, le module lunaire, il a volé dans 4 vaisseaux spatiaux différents. Ah ben. C'est quand même assez excellent. C'est impressionnant. Et puis, les 3 Russes qui vont aller les rejoindre le 10 avril. Et retour des 4 astronautes-là vont revenir sur Terre autour du 1er mai. Ça continue la série de succès pour SpaceX. Puis moi, je suis certain, là, quand Boeing a su qu'elle serait en compétition avec SpaceX pour le véhicule spatial, ils ont dit des amateurs, ça, on va les torcher. En bon français. Quand le bombardier est arrivé avec la série C, ils ont dit on va les torcher, puis on regarde qui torche qui maintenant. L'arrogance, c'est jamais payant. Hein? C'est le thème moral du jour.
Puis, je peux renchérir sur SpaceX juste pour dire que, Spaceship, les progressions des tests moteurs, tout ça aussi progresse. Oui, Spaceship numéro 8 va faire un test. Le prochain test qu'il fait, c'est avec 3 moteurs Raptor à une altitude de 15 km. Ils vont monter, ils vont faire des sparages rendus là, ils vont revirer ça de bord pour faire simuler un retour sur Terre. Ils vont accélérer, ils vont virer ça à l'envers pour freiner puis revenir. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va se passer avec ça. Très intéressant. Donc, dès que ça sera arrivé, on pourra vous en parler ici. Excellent. Changi est en route vers la Lune. Oui, Changi, les Chinois qui ont lancé leur capsule de retour d'échantillon lunaire. C'est la première fois en 44 ans qu'on va revoir un échantillon. La dernière fois, c'était Apollo 17. Donc, la fusée, c'était une fusée Longue Marche 5. Cette fusée-là, ce qui est notable, c'est que c'est son premier vol depuis 2017. En 2017, ils avaient fait un lancement et la fusée avait explosé lors du lancement. Donc, pendant 2 ans, elle était littéralement clouée au sol. Ils ont fait leurs études, leurs recherches. Ils ont modifié leur truc. La mission dure 23 jours. La capsule atterrit le 26 novembre sur la Lune. Les Chinois avaient déjà lancé une sonde sur la face cachée de la Lune. Et là, celle-là, Changi, va atterrir sur la face qui nous fait face. Donc, face. Et là, c'est habité. Non, c'est pas habité, là. Non, c'est pas habité. OK. C'est juste une capsule avec un robot. J'avais trouvé le nom l'autre jour d'une sonde spatiale, un rover. Ouais. Mais je l'ai oublié. C'était une affaire épouvantable. Ouais. Et puis, donc, la sonde elle pèse 8,2 tonnes. Elle va ramasser 2 kg de matière lunaire à 2 mètres de la surface et va revenir ici le 15 décembre. Est-ce qu'on pense que les Chinois vont partager? Est-ce que les Américains avaient partagé les résultats d'Apollo 17? L'échantillon en question. Au Canada, on a des échantillons qui nous appartiennent. Exemple aussi, quand la mission de la NASA qui est allée sur l'astéroïde Bennu, qui ramène du stock, le Canada, on a une partie parce qu'on a financé avec des instruments, donc on a une partie qui nous appartient. Ah, intéressant. Les Chinois font tout eux-mêmes, tout seuls, dans leur coin. Donc ça veut dire que non. Non, exactement. D'accord. Intéressant. Bon à savoir, triste, en tout cas, tout ça. Ouais. Donc là-dessus, messieurs, ça fait le tour des sujets qu'on avait cette semaine. On veut remercier nos auditeurs de leur patience dans notre manque de régularité dans les épisodes. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous depuis maintenant 1 an, plus qu'1 an. 50 épisodes, c'est le prochain, le 50e. Exactement, 50e épisode la semaine prochaine. Donc, merci tout le monde d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était Claudia Ouellette. André Allard. Et Olivier Lacombe avec le mot du jour, astromobile. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Bye bye. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.